Ok, ok. Va pour le portfolio passif. Euh, donc bon, la logique de base, ça va être relativement simple. Euh, L'idée, c'est qu'on va partir sur 5 principes, ok, auxquels il va falloir se tenir. Vous personnaliserez ça de votre côté, mais c'est un peu les fondations, quoi. De base, premier principe qui est bon, assez commun, c'est plus vous investissez pendant longtemps, plus vous avez de chances de succès, ok? Donc là, vous voyez, euh, de 1926 à 2021, sur quelle période, en fait, le marché a fini en positif. Vous voyez que dès qu'on dépasse les 20 ans, le marché est 100% en positif. Ok? Donc ça, c'est un peu le premier truc. Si vous êtes un investisseur passif, vous vous en foutez de la volatilité, vous vous en foutez de votre Sharpe, et vous vous en foutez de sous-performer pendant 3, 5, 6, 7 ans peut-être. Et encore, même à partir de 7 ans, c'est quasiment 95%. Mais vous vous en foutez. Ok? Votre but, c'est de détenir ça pendant un horizon très long, 20, peut-être même 30, 40 ans selon votre âge. Voilà. Deuxième chose, donc historiquement, ouais, les small cap value surperforment tout le reste en allocation passive. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, contrairement aux années 20, aux années 40 ou même aux années 60, on a des outils, on a des ETF pour aller investir dessus, qui sont faits par des gens assez smart, notamment les gars de chez Aventis et Dimensional Investing, dont on parlera plus en détail plus tard. Troisièmement, la diversification. Contrairement où là, sur un portfolio actif, on va essayer d'être le moins diversifié possible pour aller chercher de l'alpha. Là, l'idée, c'est d'avoir des centaines, voire des milliers de stocks, ok, dans son basket de passifs, via entre un et peut-être 4, 5, 6 ETF, quoi. Et plus vous allez avoir, enfin, plus votre diversification va être élevée, plus vous avez des chances euh, de performance, de rendement réel, et vous allez aussi réduire la volatilité globale de votre folio. Ok. Quatrième point, c'est les frais. L'idée, c'est pas de payer des frais de dingue, vu qu'on est sur du passif, on s'en fout, on veut réduire les frais au maximum. Alors, on va pas non plus être sur des frais si on part sur du small cap value d'ETF comme le VO, qui est le SP500 de chez Vanguard à 0,03%. Mais on va essayer de réduire les frais le plus possible. Je regarde rapidement. Ok. Cinquième chose, le comportement. Encore une fois, soyez clair avec le type d'investisseur que vous êtes. Si vous êtes un investisseur passif, ok, vous n'allez pas vous mettre à faire ce genre de truc. C'est pas votre job, c'est pas votre zone de génie, c'est pas votre truc. Donc, vous le faites pas. Vous le faites pas du tout. Donc encore une fois, comprenez bien quel type d'investisseur vous êtes et investissez en conséquence. Et voilà, vous créez des règles et vous vous y tenez. Maintenant, sur les portfolios directs, option 1, donc small cap value, ok. La logique, elle est simple. Je suis un investisseur passif. J'en ai rien à foutre de la volatilité, j'en ai rien à foutre de mon Sharpe. Là, ça va être relativement simple. Ça, on verra après. Ça va être 50% d'AVUV, 50% d'AVDV, ou alors la même chose sur Dimensional. Là, le problème qu'on va avoir sur ça, c'est que c'est pas vraiment des ETF qui sont dispo sur chez les Européens, à quelques exceptions près. Donc, en fait, il se trouve qu'Aventis commence à arriver sur le marché des ETF européens compliance. Le problème, c'est que les frais sont quand même relativement élevés. Ok, bon, au moins c'est en est cumulant. Mais les frais sont quand même élevés et vous êtes quand même limité. Vous avez que de la small cap value. Ok, international en plus, pas US. Et pour Dimensional, c'est pareil. Limite après, si ça vous intéresse, pendant la session un peu de Q&A, je pourrais vous expliquer comment. Enfin, j'avais déjà fait une vidéo sur comment créer un compte chez un broker américain en passant par TestyTrade. Mais il y a d'autres manières aussi d'avoir accès à des comptes américains et à leurs ETF. Ok. Dimensional, même principe. Franchement, on n'a vraiment pas grand-chose. Et en fait, on a très peu. On n'a pas de small cap value. On a de la targeted value, mais on n'a pas de small cap value. Mais en gros, je vais quand même vous montrer ce que ça donnerait. Euh, donc, sur le long terme, lui, on s'en fout. Enfin, ça, c'est avec un rebalancing mensuel. Ça, c'est avec un rebalancing annuel.
La vérité, c'est que ça n'a pas beaucoup d'importance. Hem, Si en fait un rebalancing, ça va dépendre de l'opportunité en fait fiscale que ça vous coûte. Si vous devez payer 30 de flat tax à chaque fois que vous rebalancez votre portfolio, hem, ça sera une perte nette pour vous, donc autant pas rebalancer du tout ou rebalancer tous les 5 ans, quoi. Mais juste pour l'exemple donc, ce mix de 2 portfolios, c'est, worldwide worldwide value et small cap value. Donc là, c'est une période de 54 ans. Il y a à peu près la même chose ici, depuis 1928. Donc on reste sur de la small cap value US, il n'y a pas de small cap value international là-dessus, c'est que sur de l'US. Mais ça vous donne au moins une idée de ce qu'il y a. Donc, ok, l'idée c'est de voir la différence qu'il va y avoir entre un portfolio uniquement composé de SP500 et de la value worldwide et de la, enfin, small cap value worldwide, small cap value US. Et vous voyez que le retour annuel qui passe de 10,7% sur du SP500 passe à 14 et à 13,7 sur de la small cap value selon la zone géographique. Vous échangez ça, en fait, vous tradez ça contre un peu plus de volatilité, un peu plus de déviation standard. Mais en fait, encore une fois, vous vous en foutez. Vous êtes un investisseur passif. Vous devriez même pas regarder la volatilité de votre folio. Ok. Là, vous voyez la différence entre voilà, portfolio 1 qui est le portfolio de référence, donc le SP500. Voilà, c'est de la full value, small cap value. C'est ça qui performe le plus. Et même si on retourne quasiment un siècle en arrière, encore une fois, la small cap value, c'est ce qui va performer le plus. Au prix, encore une fois, d'une volatilité un peu plus importante et d'une déviation standard un peu plus importante. Ok. Deuxième option, ok, ça va être ce qui s'appelle le Ultimate Buy and Hold, qui va être en fait ça, UBH, en fait qui est 10% de toutes ces catégories-là. Donc vous prenez 10% de SP500, 10% de Large Cap Value US, 10% de Small Cap Blend US, Small Cap Value US, REITs. REITs, ça va vraiment dépendre, petite parenthèse sur les REITs, ça va vraiment dépendre de l'opportunité fiscale également. Si vous êtes dans un pays, par exemple, parce qu'il n'y a que des REITs américains, en fait, réellement, qui sont intéressants, si vous êtes dans un pays qui n'a pas d'accord sur la double imposition, que vous prenez 30% de taxes de retenue à la source sur les dividendes d'un REIT, et en fait, la seule manière dont un REIT délivre de la performance, c'est avec les dividendes, parce que légalement, pour être considéré comme un REIT, ils doivent reverser 90% de leurs bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes. Bah là, soudainement, vous vous faites lisser vos performances de 30% à chaque semestre, et c'est beaucoup moins intéressant. Typiquement, les gens qui habitent à Dubaï, j'en connais quelques-uns qui avaient un portefeuille, ils ont regardé YouTube, les gens disaient, ok, voilà, portefeuille, voilà, set and forget ou ultimate buy and hold, il faut mettre un peu de REITs, les mecs mettent du REITs, mais en fait, ils comprenaient pas qu'ils se faisaient sucrer 30% des performances parce qu'ils étaient à Dubaï. Et encore une fois, là, soudainement, le placement est beaucoup moins intéressant. Fin de la parenthèse sur les REITs. Maintenant, sinon, large cap blend international, large cap value international, small cap blend international, bref, vous avez compris. Euh, Là, l'idée, je vous ai mis un peu encore une fois, les ETF, quoi. De base, vous devriez toujours être dans cette case-là, ok. J'ai pas mis les REITs d'ailleurs, encore une fois, parce que selon votre situation fiscale, c'est vous qui voyez, mais ça, franchement, avant 45 ans, vous touchez pas aux obligations, ok. Vous touchez pas aux obligations. Et même vu la gueule des obligations US aujourd'hui, bref, et je parlerai pas des obligations européennes, il y a des alternatives si on part en Amérique latine et tout, mais c'est quand même assez compliqué. On va rester un peu plus simple sur cette vidéo. Et l'allocation conservative, 65, 70 ans, quoi. Normalement, vous en êtes loin si vous me regardez. Vous pouvez faire des screenshots, de toute façon, je vous mettrai le document à la fin de la vidéo en description, quoi, si vous voulez checker. Donc, la Ultimate Buy and Hold, en gros, la performance, c'est ça. Donc, vous comprenez quand même à 12% par an, contrairement à 10,7 pour le SP500. Et mine de rien, bah, encore une fois, cette différence de en fait, d'1,5% quasiment de compound, bah, sur une période assez longue, bah, ça fait quasiment 25 millions, quoi. Si on commence avec 104 $.
Ça peut être intéressant aussi. Moins de volatilité, et là vraiment vous vous dites, c'est la logique de ok, j'ai tout quoi. Peu importe ce qui se passe. Je vais pas sous-performer avec de la small cap value pendant 15 ans, etc. Non, j'ai tout. Peu importe ce qui se passe. Si les US surperforment, j'ai la moitié du portfolio qui est en US. Si le reste du monde surperforme, j'ai le reste du monde. Si les marchés émergents vraiment cassent tout pendant les 15 prochaines années, bon, j'ai 10% dessus. Voilà. Je recheck les commentaires vite fait. Ok, toujours passif. Ok. Troisième allocation, c'est l'approche quadruple fond. Ok. Donc, quadruple fond, c'est ça. Ok. Qui surperforme un peu le Ultimate Buy and Hold. Pas de beaucoup, hein, on va être honnête, mais qui est peut-être plus simple à mettre en place. En gros, vous allez prendre 25% de SP500, 25% de Small Cap Value US, 25% de Large Cap Value et 25% de Small Cap Blend. Ok. Donc, euh, c'est lui. Vous allez vous positionner comme ça. Et là, pareil, plus simple à mettre en place qu'un Ultimate Buy and Hold. Là, au lieu d'avoir 9 ou 10 positions, vous en avez 4. Vous êtes quand même relativement bien diversifié. Avec les holdings de ces ETF différents, vous allez vous retrouver avec des milliers de positions. Vous n'allez toujours pas aussi bien performer que de la small cap value, mais vous allez avoir encore une fois moins de volatilité. Et puis honnêtement, compound à 12% par an, c'est quand même super en passif. Il n'y a pas vraiment, il a pas vraiment à demander plus, quoi. Ok. Ah ouais, petite parenthèse sur les small cap value. Euh, Ça, c'est intéressant parce que, bon, on entend beaucoup, ok, est-ce qu'on va rentrer dans une récession ou pas? Il y a une inversion de la courbe des rendements. Généralement, c'est un indicateur de récession qui a prévu les 5-6 dernières récessions depuis 80, depuis 81, je crois. Bon, on n'a pas eu de récession. Alors, c'est peut-être aussi parce qu'ils ont changé la définition officielle d'une récession, mais bon, pour l'instant, on n'a pas de récession. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est les small caps, elles font quoi lors d'une récession? Et après une récession? Donc, vous voyez, 6 mois avant une récession, bon, généralement, c'est les large caps qui surperforment, ok. Là, vous avez en gros, voilà, les 10 dernières récessions, large cap, mid cap, small cap, large cap, ok. Là, vous avez durant la première partie de la récession, là, on a durant la deuxième partie, et là, on a un an après. Et surprise, vous voyez qu'au début, les small caps, quand même, se portent pas très bien. Mais qu'en fait, soudainement, dès qu'on arrive dans la deuxième moitié, là, il y a quand même une grosse surperformance qui se met en place. Ok. Et un an après, on voit vraiment une énorme différence entre la performance des small caps et la performance des large caps. Et là, c'est même pas de la small cap value, c'est juste la catégorie par market cap, donc uniquement les small caps, que ce soit growth ou value, les deux sont mis dans le même panier. Ok. Donc encore une fois, ça peut faire peur les small caps parce que ouais, il y a quand même un peu plus de volatilité, de déviation standard sur le papier. Mais en fait, quand il y a vraiment un problème, au hasard une récession, bah en fait, vous pouvez vous endormir en vous disant que, ok, dans 6 mois, dans un an, je m'en sortirai mieux que le mec qui a son ETF Nasdaq ou son ETF SP500. Donc ça aussi, ça peut aider. Pour ce tableau, bon, pareil, si vous voulez prendre une capture écran, etc. De toute façon, vous pouvez le trouver en ligne aussi, hein, c'est pas le mien. Mais donc voilà, vous avez les différences entre tous les portfolios dont je vous ai parlé. Ok. Vous avez par décennie, vous avez la déviation standard, vous avez le Sharpe moyen, etc. etc. Euh, Chose aussi que je voulais vous montrer que j'ai estimé intéressant, ok, c'est donc, on prend ces 5 décennies-là, ok. Ce qui est intéressant, c'est que le SP500, soit il surperforme tout le reste, soit il sous-performe tout le reste. Et quand il sous-performe de beaucoup. Et c'est un peu la même chose pour les small cap value internationales et à moindre mesure les small cap value US. Mais vous voyez que le SP500, sur la décennie des années 70, il a fini dernier. Sur la décennie des années 80, il a fini dernier aussi. Là, soudainement, bon, voilà, vous connaissez, hein, ça a fini en bulle, mais
c'est vrai qu'il a très bien performé. À l'inverse, les small cap internationales, beaucoup moins. Les small cap US, ça va. On repart pendant bah, ce qu'ils appellent le lost decade, la décennie perdue en bourse aux US, parce que 2000, explosion de la bulle d'Internet, 2007, crise des subprimes. Le SP500 finit un rendement négatif sur une décennie. Il faut quand même mentalement être solide pour le tenir, ça. Même en tant qu'investisseur passif, quand ton portfolio où tu que du SP500, quoi, il finit en rendement négatif sur 10 ans, ça peut être compliqué. Small cap value international qui surperforme, small cap value US qui surperforme juste en dessous, et là pareil, sur cette décennie, c'est le SP500 qui surperforme. Mais en gros, voilà, il y a toujours cette logique de le SP500 quand même, soit il éclate tout, soit il se fait bien défoncer. Ok. Euh, Maintenant, si vous voulez un peu customiser ça, vous pouvez prendre une approche donc core satellite, qui est un peu la barbelle de Taleb, quoi. Donc 80% de vos capitaux investissables, ils vont être dans l'allocation que vous choisissez. Et encore une fois, hein, je suis un peu chiant avec le SP500 et le Nasdaq et le MSCI World, mais bon, la vérité c'est que je trouve que il y a quand même des manières assez simples de les surperformer de 1%, 1,5%, 2% par an, avec une approche passive. Mais ça reste quand même des super investissements. Comparé à une assurance vie, comparé à un livret A, comparé à des conneries comme ça reste de super investissements. Donc, même si vous voulez partir sur ça, c'est OK. Maintenant, si vous voulez un peu prendre voilà, une approche core satellite, 80% de vos capitaux sur votre allocation principale, que vous ne touchez pas, vous faites votre petit DCA, très discipliné jusqu'à votre retraite en fait, et 20% dans l'alternatif. J'ai mis quelques exemples, c'est pas des conseillers en investissement, hein, mais je sais pas, vous aimez le Bitcoin. Vous aimez le Bitcoin, vous dites OK, le Bitcoin, j'aime bien la thèse, j'aime bien le cas utile du Bitcoin, quoi. Je vais foutre 5% dans le Bitcoin. C'est OK. Autre exemple, OK, j'aime bien l'uranium, quoi. J'aime bien la thèse du bottleneck de l'uranium, qui a une demande de plus en plus croissante, alors que la supply en fait, n'est simplement pas à la hauteur, donc OK. Je vais mettre aussi une petite allocation, 5% dans l'uranium. Si vous êtes plutôt voilà, old school, gold, silver, etc., débasement monétaire, inflation, machin, ok, j'ai envie d'avoir du métaux précieux, je vais acheter voilà, des bouillons en gold, et je vais foutre 5% de mon allocation là-dessus. Si vous voulez un peu vous amuser, vous pouvez aussi partir dans la logique du ok, je vais mettre 5% dans le secteur FOMO du moment, typiquement, donc depuis ouais, mi-2024, début 2025, vous auriez été dans les semi-conducteurs, quoi. Mais via ETF, vous n'allez pas vous faire du stock picking, etc. Une autre alternative, c'est ça qui en fait, je pense que je déconseille dans la plupart des cas. C'est 80% en passif, 20% en stock picking. Mais d'un autre côté, ça vous permet de voir si vous allez vraiment générer de l'alpha en stock picking. Et si c'est pas le cas, ça vous évite de perdre votre temps en fait. Vous pouvez faire ça par exemple pendant 3 ans. Et puis après, vous regardez la différence entre ces deux portfolios, quoi. Et vous pouvez aussi quantifier ça par rapport au temps, au nombre d'heures que vous avez passé sur l'approche stock picking, l'approche passive. Vous matchez ça à votre taux horaire, combien vous êtes payé par heure dans votre job, enfin pour votre boîte, peu importe quoi. Et en fait, vous voyez si ça vaut le coup de faire du stock picking ou pas. Ça peut être une alternative aussi. Ok. Est-ce que tu as des questions artisans nomades? Vas-y mec, hésite pas, hein. Compliqué d'avoir accès à tout ça en Europe. Ok, et bah du coup, on va partir sur cette question. J'ai fait une vidéo déjà sur ma chaîne YouTube sur comment se créer un compte sur un broker qui s'appelle TestyTrade.
qui est un vrai broker américain, licencié FINRA, etc. Enfin, euh, un peu un peu la base. Euh, Sinon, t'as un peu deux manières. Ok, attends, je vais. Ah oui, tiens, aussi, sinon, il y a cette fenêtre. Ok, donc là, tu as les ETF d'un côté d'Aventis, les ETF de Dimensional qui sont vraiment les deux gros spécialistes de la small cap. Alors, la vérité, c'est que, encore une fois, pour du large cap, en fait, il y a réellement deux ETF qui nous intéressent. C'est AVUV de chez Aventis et DFSV de chez Dimensional. Small Cap Value US et Small Cap Value international avec AVDV de Aventis et DISV de Dimensional. Le reste, honnêtement, allez chez Vanguard. Vanguard, c'est l'émetteur qui a quand même, dans 90% des cas, qui propose les ETF avec les management fees les plus faibles. Allez chez Vanguard. Ok. Vous pouvez donc avoir voilà, l'équivalent d'une allocation AVDV. Par contre, encore une fois, avec un peu plus de management fees parce que c'est européen, mais euh, sur ça. Ok. D'ailleurs, on voit que la performance sur un an, elle est pas dégueu, hein, parce que le SP500, il est pas sur ça, hein. Il n'a pas fait 34% sur les 360 derniers jours. Donc voilà. Ah oui, vu que c'est par contre de base en. C'est en euros ou non, c'est en dollars, ouais. La devise n'est pas hedge, ce qui est en fait pas plus mal. Honnêtement, ce qui est pas plus mal. Maintenant, l'autre alternative, ok, si vous voulez. Ah bah ouais, je l'avais noté en plus. Ok. Si vous voulez avoir un compte sur Interactive Broker US, et que vous avez quand même un peu de capitaux, c'est vrai que pour 5 ou 10 000 balles, ça vaut pas le coup, quoi. Vous pouvez vous faire une LLC. Ok. Vous devez récupérer votre numéro EIN parce que vous n'aurez pas de numéro de sécurité sociale US. Mais en gros, vous faites une LLC au Wyoming, ça coûte rien. Vous payez un mec pour obtenir l'ITIN et le EIN parce que c'est obligatoire. Avec un compte pro, vous n'avez pas besoin d'adresse physique aux US pour ouvrir un compte. Et vu que ça reste une LLC, donc entité transparente machin, et que vous n'avez pas d'assets sous gestion, vous n'avez pas de capitaux extérieurs sous gestion, ce sera que vos capitaux. Vous payerez, vous n'aurez pas à payer en fait cher Interactive Broker, ça sera un peu comme un compte individuel, mais en mode LLC. Et là, en fait, bah, soudainement, vous avez accès à un compte américain, quoi, sur Interactive Broker. Du coup, vous aurez accès aussi à de la marge, potentiellement, enfin, si vous matchez les critères. Euh, Vous aurez accès à tous les ETF US. Autre chose intéressante, c'est que les États-Unis ne sont pas signataires du FACTA. Vous savez, c'est le truc, tout le monde, tous les pays du monde doivent report aux États-Unis, mais les États-Unis ne doivent report à personne. Alors, c'est pas un conseil en fiscalité, hein, mais les US sont pas signataires du CRS et ils font pas le reporting FACTA parce que c'est uniquement, c'est unilatéral, ça va que dans leur sens. Peut-être qu'avoir un compte avec un peu de pognon sur un broker qui est pas accessible des autorités européennes, etc., c'est peut-être un petit plus aussi. D'ailleurs, un autre gros plus, c'est si les capitaux transitent directement de votre LLC. Si par exemple, tu as une activité en ligne, quoi, je sais pas, t'as un site de dropshipping ou d'affiliation, ou tu fais du SaaS, ou peu importe, en fait, t'es OF manager, quoi, bref. Tu as une LLC aux US, tu as un compte, peut-être pas sur une banque physique américaine, mais sur un Mercury ou un autre truc à la con comme ça. Et en fait, bah, tu peux directement envoyer l'argent de ce compte-là à un compte Interactive Broker US. Euh, un autre bon point, c'est l'assurance. Si tu es sur Interactive Broker Europe, donc qui est Interactive Broker euh, Irlande, en fait, qui est la branche Interactive Broker Irlande, tu es assuré en cas de faillite du broker jusqu'à 20 000 euros, il me semble. 20 ou 30 000 euros. Ce qui est rien, quoi. Ce qui est. Bon.
Sur Interactive Broker US, donc tu as l'assurance FDIC qui couvre jusqu'à 3 millions. En cash, par contre, t'es que couvert jusqu'à 100 000. Si tu as vraiment du fiat, du dollar pur, non investi, ça c'est que couvert jusqu'à 100 000, mais le reste des positions, c'est jusqu'à 3 millions. Et Interactive Broker, ils ont une assurance. Interactive Broker US ont une assurance supplémentaire avec les mecs de Lloyds à Londres. Et je crois qu'en fait, la couverture, par contre, elle peut monter jusqu'à 30 millions, quelque chose comme ça. Donc tu vois, soudainement, euh, ça peut être pas mal aussi d'avoir un compte US. Premièrement, pour l'accès aux ETF, avec des fees plus compétitives. Deuxièmement, parce que bah, c'est plus compliqué à accéder pour un créditeur potentiel ou une entité gouvernementale potentielle qui voudrait venir t'embêter. Parce que de base, ils ne sauront probablement pas que ça existe en premier lieu, parce que ça sera sous ta LLC. Et il n'y aura pas de reporting qui sera fait à ce niveau-là. Et troisièmement, en plus, en cas de pépin, voilà, entre être assuré à 20 ou 30 000 euros ou minimum 3 millions, il n'y a pas photo. Ok? Par où passer pour ouvrir une LLC? Euh, je peux pas vraiment te faire de conseils là-dessus. Euh, Google, Google, check les reviews en ligne, check les Trustpilot, check les Reddit. Ou mieux, tu demandes directement à ton, si tu veux, à ton LLM favori, de te lister les boîtes qui sont réputées, qui sont là depuis plusieurs années pour ouvrir des LLC au Nouveau-Mexique ou au Wyoming. Et après, tu les passes tout au filtre des reviews Reddit et des reviews Trustpilot. Ensuite, tu compares les tarifs. Et encore une fois, pour ça, t'as pas besoin d'une LLC avec. Tu sais, les mecs essaient de top sell sur le suivi mensuel à 300 balles de plus par an, recurring et tout, machin, pour le filing et tout. T'as pas vraiment besoin de filing, t'as pas besoin d'un truc très, très fancy si tu veux. C'est juste pour ouvrir une LLC. Et puis, encore une fois, pour ceux qui ont déjà une LLC aux US pour leur activité, alors normalement, je dirais que c'est mieux de segmenter ça. Vous avez votre LLC pour votre activité e-commerce, machin. L'idéal, c'est quand même mieux d'en créer une deuxième juste pour créer un compte Interactive Broker. Mais bon, si vous avez la flemme, vous pouvez faire les deux en même temps, quoi. Mais il y a beaucoup de boîtes qui ont une bonne réputation pour ouvrir une LLC, hein. Et puis c'est pas compliqué. Franchement, c'est pas compliqué. Donc ça, ouais, c'est un peu la méthode la plus simple pour ouvrir un compte Interactive Broker aux US. La deuxième méthode, si tu veux pas passer par une LLC, c'est d'ouvrir un compte perso, donc. Mais pour un compte perso, en fait, techniquement, il te faut quand même une LLC parce qu'il te faut quand même un numéro euh, un employer number, donc un EIN, vu que tu n'as pas de numéro de sécurité sociale. Et en plus, il te faut là une adresse physique réelle aux US. Alors, il y a des sites qui vendent ça pour les nomades digitales, etc., qui ont besoin d'une adresse. Pareil aussi, c'est très demandé pour les banques. Mais en fait, tu te retrouves à payer un loyer qui est peut-être pas très élevé, quoi, qui peut être de 250 balles par mois, mais juste pour une adresse US qui en fait te sert à rien. T'as pas vraiment d'avantage sur Interactive Broker à avoir un compte retail. Sur un compte pro, t'as des meilleurs pourcentages pour jouer sur marge aussi, si tu comptes un peu emprunter sur marge. Donc, ouais, je dirais que la partie compte pro Interactive Broker via une LLC, tout en précisant bien que t'as pas d'AUM de client extérieur, que c'est tes capitaux et uniquement tes capitaux, comme ça tu te fais pas emmerder par les régulateurs. C'est quand même super simple. C'est quand même très 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 simple. Hmm. Après, ouais, mec, mais franchement, vu que t'es tout seul, mec, fais-toi plaisir. Si t'as d'autres questions sur l'investissement, même bah, stock picking, etc., tu vois, euh, go, hein.
Uranium peut-être? J'ai fait un petit truc sur l'uranium. Ou ouais, je sais pas, juste des tips, investissement, etc. Ou des boîtes en particulier. Si, si je les connais, je peux te. J'ai acheté un peu de. Valira, ça me dit rien. Qu'est-ce que c'est le ticker? Valira, c'est français. Ok. Qu'est-ce qu'ils font? Glass packaging. Ok. Jamais vu cette boîte. Je vais pas être, je vais pas être extrêmement utile. Sur la valorisation forward, elle est assez cheap. Ah, par contre, ils ont de la dette, hein. Ouais, ratio debt to equity de 2. Hmm, ok, par contre, il y a un bon payout. Et il y a un bon ROE sur les 5 dernières années. Hmm, sur ce genre de boîte, normalement, j'aimerais quand même bien voir une marge brute à 30% ou plus. Généralement, ça montre qu'il y a un vrai pricing power, si tu veux. Il y a un vrai pricing power et qu'en fait, il n'y a pas n'importe qui demain qui peut faire la même chose, arriver sur le marché et leur piquer des parts. Généralement, sur ce genre d'industrie, quand c'est à moins de 30% de marge, je suis pas si fan que ça. Euh, je suis pas si fan que ça, je suis pas si fan que ça. Après, ah oui, mais là, c'est vrai que je suis sur ce compte, je suis sur ce compte-là avec un écran réduit, c'est pour ça que j'ai pas le graphe. Ah, attends, si je regarde de mon côté, les performances, c'était quoi? Hmm, ouais, il passe une mauvaise année. Ouais, il passe même une mauvaise cinquième année. Concrètement, attends, attends, les mecs veulent, ils ont fait des offres en fait de donc ce qu'ils appellent employee shareholding et donc cette milestone renforce le commitment de Veralia sur l'ownership des employés. Ok, mais du coup ça veut dire qu'ils font quoi? Ils font de l'issuing de shares, etc. pour les employés en plus? Ou juste il est foot au management et il n'y a pas grand-chose de plus? J'ai acheté à 20 et j'attends. Ok. Euh, share outstanding? Non, il dilue pas. Ok. C'était quand leur dernier earning call? Janvier, avril, Q1. Qu'est-ce qui s'est dit au Q1? Blabla, la performance. Ouais. Ok, donc ouais, le revenu au Q1 a quand même eu un déclin. Par contre, ils ont réussi à augmenter leur marge d'EBITDA. Ok, ouais.
Vraiment, ça c'est le truc sur lequel tu dois te concentrer là-dessus, c'est à quel point la marge brute et la marge d'EBITDA se consolident sur ce genre de boîte. Et là d'ailleurs, ouais, par contre, la marge brute, ouais, depuis 2023, il tourne autour de ouais, 17, 18, 19%. 2022-2023, il tournait autour de 25. Ouais, le PS aussi, il a bien diminué depuis 2023. Ils étaient à un earning per share de 4, et là ils sont à 0,7. Ils font du cash flow ou pas? Euh, un peu, ok. Bon, au moins ils sont cash flow positifs, quoi. Ça a l'air d'être un peu le déclin depuis 2023, hein. Que ça soit sur le revenu, sur les marges, sur le free cash flow, sur le net income, ça a l'air quand même d'être un peu le déclin. En termes de valo pure, qu'est-ce qu'ils font? Ouais, il y a un free cash flow yield de 11% et demi. Bon, ça c'est ok. Euh, c'est vrai que sur la valorisation forward, donc sur les 12 prochains mois, ils ont l'air cheap, mais en fait, la plupart des boîtes cheap, elles sont cheap et elles trade à des valos basses parce qu'elles le méritent en fait. Je... Ils font du buyback par contre, ok. Ils font du buyback. Après, si c'est du buyback pour leur filer aux employés, je comprends pas trop le principe. Mais t'as regardé en détail ce que c'était ça? Parce que le côté... Ouais, il y a un gros yield effectivement pour le dividende, mais ça, tu vois, faudrait que j'aille dans les communications passées, dans les derniers earning calls, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font? En plus, bon, ils ont quand même pas mal loupé leur target de revenus ces derniers temps. Ok, ils ont pas de target de PS. Mais ouais, là, je regarde un peu les highlights de leur Q1. Moins 2,4% sur les revenus en year-on-year. Croissance organique aussi, moins 1,2. EBITDA ajusté, ok, plus 8. 8% en year-on-year, c'est pas mal. Euh, Plus 190 BPS sur la marge d'EBITDA ajustée. Ça, c'est pas mal. Par contre, ouais, ils ont un balance sheet qui est le vrai G, hein. Ils ont un balance sheet qui est à 2,7, hein. Et ça a l'air d'être là. En 2025, c'était pareil, apparemment. Donc, faut quand même faire gaffe avec les boîtes qui sont leveragées comme ça. Même si à première vue, on peut se dire, ok, c'est un business simple et tout, ça va, ça a pas l'air d'être trop sorcier. Mais quand les mecs sont leveragés comme ça, euh, et la guidance pour 2028, c'est quoi? C'est 700 millions d'EBITDA et 220 millions de free cash flow, en excluant le cash de leur plan de restructuring. Je sais pas ce qu'est le plan de restructuring, mais ok. Ok. Bon, apparemment, ils ont quand même dit de manière assez directe que il y avait quand même un focus qui allait rester sur bon, la génération de cash, pardon, et déleverager le balance sheet. Et parce qu'en fait, ouais, ils ont envie de retourner. Je pense qu'ils ont envie que les investisseurs achètent leurs bonds, achètent leurs obligations
Et là, il parle de revenir au point de l'investment grade. Donc, tu sais, les obligations d'entreprise en dessous de triple B, ils appellent ça du junk, poubelle. Et du coup, ils ont dû passer en dessous il n'y a pas longtemps. Et là, bah oui, avec un balance sheet leveragé comme ça. Donc là, mais c'est bien, au moins ils sont conscients du problème. Après, en termes de price action, je sais pas trop quoi dire. Toi, tu m'as dit que tu étais rentré à 20. Ok, donc c'est maintenant en fait 20. Ok. Ok. Pour, euh, pour ce genre de nom, euh, si je peux te donner un conseil, moi généralement, ce que je fais en fait, c'est que je rentre en 3 fois sur une position. Ok. Bon, moi je suis assez concentré, mais imaginons que je sais pas, t'as pris 3%. Enfin, ta position idéale, c'est 3% de ton portfolio sur ce nom-là. Tu vas rentrer à 1%. Ok, tu vas initier un tiers de ta position finale désirée. Là, par exemple, donc à 20 euros. Tu vas attendre 2 semaines parce que l'idée, en fait, avec ça, c'est d'éviter la FOMO, quoi. C'est d'éviter la FOMO de, ok, il y a un truc qui monte, on m'a parlé d'un truc et tout, je l'ai vu sur Twitter, je l'ai vu sur Reddit, j'ai vu une analyse de machin. Tous les analystes à Main Street, ils sont en train de re-rate le consensus et viser plus haut pour le prochain trimestre ou l'année prochaine. Ok, tu inities un tiers de ta position, t'attends 2 semaines, tu inities le deuxième tiers. Et le troisième tiers, tu gardes un peu ça comme une force de frappe supplémentaire quand le price action il bouge en ta faveur, quoi. Tu vois? Ça ça peut être pas mal. Et en fait, ça t'évite aussi, voilà, de te précipiter au sommet et de prendre des décisions qui sont un peu dictées par l'émotion. Et surtout quand tu es sur des small cap, en fait, et small cap value, euh, en fait, elles ont tendance à stagner jusqu'à ce qu'il y ait une cassure, quoi. Et en fait, là-dessus, quand tu gardes un tiers de ta position pour renforcer sur une cassure, parce que si la cassure n'a pas lieu, tu peux te retrouver à être 18 mois avec une position qui fait du surplace, quoi. Et là, le coût d'opportunité, il est cher. Donc en fait, ça t'assure de pas immobiliser, si tu veux, trop de capital dans un value trap. Tu vois. Mauvais plan pour toi. Franchement, je peux pas te dire en y passant 10 minutes comme ça. En fait, il faudrait vraiment que je vois que je passe 30 minutes sur le transcript du dernier earning call là, d'avril, du 23 avril. Et faut que je vois ce que le mec dise, quoi. L'allocation de capital, ok, vous renvoyez du pognon aux shareholders. Ok, c'est vrai que le payout, il est énorme, hein. Ils font du buyback, ils versent des dividendes, etc. Par contre, encore une fois, moi, en fait, j'aime beaucoup ce setup d'entreprise qui trade à un discount. Généralement, ça va être de leur book value. Bon, eux, dans ce business-là, ils traitent pas en dessous, ils traitent pas du tout en dessous de leur book value parce que leur book value, ouais, c'est de 7, quoi. Et qui font du buyback. Là, le truc, c'est que quand t'as un balance sheet qui est leveragé comme ça, en fait, déleverager, ça devrait peut-être être la priorité, quoi. Et s'ils décident qu'au final, c'est la meilleure approche, que toi, t'es rentré à 20, qui décident que, parce que ça date pas d'hier d'ailleurs, je pense, qui versent ce genre de dividendes, etc., qui font ce genre de buyback, si je regarde les ratios, ouais, dividendes, même sur 2024, ça tournait autour de ça, quoi. Donc s'ils décident qu'en fait c'était la mauvaise approche, qu'il faut d'abord déleverager leur balance sheet, ça leur permettrait de retrouver un grade d'investissement sur leurs obligations et pouvoir lever plus de dettes, et bah là, le price action il passe de 20 à 15, et toi t'es à moins 25%, quoi.
Donc là-dessus, c'est un peu la priorité de la survie de la boîte. Il y a des boîtes qui sont assez habiles, qui font les deux, mais quand t'es à... Bon, là il marque 2, mais dans le transcript du Q1, ça parlait de 2,7. Ouais, 2,7, et c'est quelque chose qui était stable depuis 2025. Ouais, mais ce que j'ai fait, que je me suis pas placé entièrement, je tâte le terrain là en fait. Ok, ça c'est bien. Ça c'est bien. En fait, tu peux, voilà, tu peux initier un tiers d'opposition maintenant pour en fait pas oublier le nom, quoi. Ensuite, tu suis ce que le management fait et tu vois. Et surtout, ouais, c'est quoi ça? Parce qu'en plus, moi j'aime bien les boîtes qui ont un management et qui ont des insiders qui ont un gros pourcentage d'equity de la boîte, qui va être généralement supérieur à 5 fois leur salaire, 5 fois leur salaire annuel. Le truc, c'est que, putain, je veux dire, si tu veux prendre tes 11 000 employés et leur filer des shares et tout, euh, ouais, je comprends pas trop le principe sur ça. Bon, je vais pas aller sur Claude, lui fider les 2-3 earning calls et lui demander de m'expliquer là maintenant en live, mais tu vois, typiquement, c'est ce que je ferais, quoi, si j'analysais vraiment cette boîte. Ok. Après, ouais, Aventis, bon, on en a parlé. Les small cap value, on en a parlé. Ah tiens, tu vois, elle est belle cette charte, hein, quand même. Je veux dire, small cap value international, small cap value US, les deux là. Franchement, la charte, elle est belle, quoi. Et c'est la croissance relative au SP500, donc la ligne flat là, bleue, c'est le SP500. Alors ouais, il y a de la volatilité, mais encore une fois, en tant qu'investisseur passif, c'est pas quelque chose qui devrait vous concerner en fait. Euh, Sinon, t'étais sur quelle interface? Je suis sur un screener qui s'appelle Fiscal IA. Fiscal IA, euh, qui est pas mal. Parfois, ils ont des bugs. En gros, il y a deux bons screeners selon moi. Il y a Fiscal et il y a un autre qui s'appelle Coifin, euh, qui ressemble à ça. J'ai pas de compte dessus là. Oui, sur ce Google-là, j'ai pas de compte. Mais il, res- il ressemble à ça. L'interface, je veux dire, est plus intuitive sur Fiscal. Mais ici, tu peux avoir vraiment un screener d'action. Tu peux rentrer des paramètres, quoi. Par exemple, tu peux t'amuser à regarder, ok, small cap value, uniquement japonaise, qui rachètent 3% de leur free float par an. Sur Fiscal, tu peux pas faire ça. Par contre, sur Fiscal, tu as tous les récaps des earning calls, etc. en IA, tu as la recherche, tu as les modèles de discounted cash flow qui sont directement construits à l'intérieur, tu as juste à rentrer les valeurs, quoi. À l'inverse, sur Coifin, t'as pas ça, donc voilà. Parfois, ils bug, parce qu'en fait, ils font. Enfin, c'est pas une startup quand même, ce qu'ils font. Ouais, si, on pourrait dire que c'est toujours une startup, en fait, fiscale. Parfois, t'as des bugs, quoi. Il y a 2 semaines, je regardais une boîte polonaise et ça me faisait une erreur quand j'essayais d'aller checker les transcripts, etc. Mais bon, dans 99% des cas, c'est quand même des outils qui marchent assez bien. Euh, Sinon, ouais, ça c'était la donc, période pour la value US comparée au SP500.
Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, il y a le côté bonds aussi, je crois. Non, equity. Ouais, il y a le côté obligataire. Bon, honnêtement, ça nous intéresse pas trop. La morale, c'est qu'il faut jamais investir sur cela. Voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a à savoir sur l'obligataire. Euh, Ça sert pas à grand-chose d'investir sur la fin de la courbe, sur des très longues durations, 20-30 ans en fait. Il y a pas de grande différence sur les performances. Par contre, l'obligataire, tu veux vraiment un truc safe qui bouge pas, bah en fait, quand une année ça fait moins 26%, pourquoi t'achètes de l'obligataire pour faire moins 26% en un an, quoi. Euh, donc ouais. Tu connais Bagger? Non. Ah si, c'est un screener français. Je crois que je l'ai vu passer sur des messages sur le compte Twitter français là que je me suis fait. Il y a des gens qui mettaient des screens d'un truc Bagger. Donc si, si, peut-être. Mais j'ai pas checké là-dessus. Je peux pas, je peux pas t'énumérer les différences, les avantages et les inconvénients de chacun. J'ai pas testé. Ouais, ouais, ouais. Veria, non. Si tu veux, tiens, c'était quoi la boîte que je regardais tout à l'heure sur laquelle je suis tombé? Elle était où? C'était, ouais, c'était ça, je crois. Je suis tombé sur ça. Ça, c'est une boîte. Alors, micro cap, hein, à ce niveau-là, on n'est même pas sur de la small cap. C'est une boîte qui a IPO il y a pas longtemps, qui est française et qui font en fait des estates, tu sais, des chalets de luxe et tout dans les Alpes. euh, Ultra luxury real estate, voilà ce genre de segment quoi. Donc ils font à la fois la construction, le côté design et l'opération, le management des propriétés, etc. Et franchement, la boîte elle trade à 4 fois leur net income de 2028. Ça, ça avait l'air pas dégueu. Euh, si tu veux la checker. Et, et ouais, eux, alors bon, étant dans un secteur quand même assez capital intensif, etc., je crois qu'ils tournent à 20% de marge opérationnelle, ce qui est pas mal, et 14% de marge nette. Franchement, la concurrence, normalement, ils tournent à peu près à 10-12% de marge opérationnelle sur ce genre de business. Donc c'est pas mal. Euh, et il y a quand même le moat de villa, enfin chalet ultra luxueux dans les Alpes. C'est un truc qui pourrait rentrer ça dans le portfolio crise des 0,1%, hein. Franchement, je crois que. Alors, en backlog estimé, je crois qu'ils ont pour 1 milliard de valeur de transactions de projets en pipeline jusqu'à 2030, quoi. Et tu as aussi la barrière de la régulation, parce que c'est très compliqué d'obtenir les autorisations sur ce genre de site naturel, etc., pour commencer la construction. Eux, ils ont l'air de bien se débrouiller. Je sais pas comment ils font de manière voilà, tangible, quoi. Mais je sais pas s'ils graissent la patte de Monsieur X au conseil municipal ou autre chose, mais ils ont l'air de bien se débrouiller.
ou si simplement ils ont fait rentrer des mecs de la municipalité au capital pour qu'ils arrêtent de les emmerder. Ça peut être une solution aussi, hein. C'est un peu la solution des minières occidentales qui opèrent en Afrique, quoi. Tu veux pas te faire emmerder par le gouvernement, tu veux pas te faire emmerder par des mecs avec des calaches, tu leur donnes de l'equity, et soudainement, en fait, ils sont très très concernés par ton bien-être. Et par le bon procédé des opérations, etc. Et là, ça devient tes amis, quoi. Je viens de checker sur Saxo. Ouais, bah, ouais. Euh, mais au moins, ouais, enfin, t'as Google Finance. Euh, elle y est sur. Non. Sur Fiscal, elle y est, hein, ouais. Sur Fiscal, elle y est. Après, ouais, ils ont même la valorisation forward, etc. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, ouais, tiens, ça, c'était l'idée de. Je sais pas, je suis tombé dessus il y a 3 jours. J'ai pas encore eu vraiment le temps de me pencher dedans. Mais franchement, elle avait l'air pas mal, quoi. Elle avait l'air pas mal, elle avait l'air pas mal. C'est quoi? J'avais des notes aussi. Attends. Hmm. Mon Google Doc. Non. Ouais, ici. Là, ils sont. Actuellement, ils managent 15 projets. Euh, Et en fait, l'idée, c'est que donc s'ils finissent les projets qu'il y a dans leur pipeline actuellement, les mecs vont finir par générer plus de 2 tiers de leur market cap en net income, quelque chose comme ça. Et s'ils arrivent à faire ça assez rapidement, quoi, ouais, à horizon 2029, 2030 peut-être, ça c'est vraiment une super exécution. Et ouais. Et ça rentre parfaitement dans ma thèse de crise des 0,1%. On essaie d'investir sur des trucs. En fait, on essaie d'investir sur les futurs achats, la future consommation des high net worth individuals, quoi. Que ce soit sur le secteur géographique, en achetant de l'IMO, des REITs dans des juridictions intéressantes, que ce soit en achetant directement des boîtes qui servent la consommation des high net worth individuals. Et ouais, typiquement, cette boîte-là, elle rentre bien dans la thématique, hein. Donc ouais, bonjour, je suis sur ton Telegram. Lionel. Salut Lionel. Euh, Lionel, même principe. On n'est pas beaucoup. Si t'as des questions, fais-toi plaise. Par contre, ouais, là, ça fait déjà 1 heure. Dans 20 minutes, je vais devoir y aller. Mais ouais, si t'as des questions, n'hésite pas. J'ai fait, bon, la première heure, c'était partie création de portfolio passif. Ok, ça sera en replay, tu pourras regarder. Ou sinon, ouais, juste continuer avec, je sais pas, je peux vous donner un peu les tips d'investissement que j'ai, quoi, que vous pouvez mettre en application. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ah ouais, je pense que un truc que la plupart des gens font, euh, là c'est plus les investisseurs actifs, quoi, et qui leur coûte très cher, c'est qu'ils passent plus de temps à se concentrer, à chercher la prochaine boîte intéressante, à chercher la prochaine perle rare, que de continuer à bosser sur les positions qu'ils détiennent actuellement. En fait, si tu dois voilà, quantifier ça au nombre d'heures par semaine que tu passes sur l'investissement,
passez toujours la majorité de votre temps à checker les boîtes que vous avez actuellement dans votre portefeuille. Pas 4 heures par jour sur le screener à aller trouver la prochaine pépite, la prochaine boîte dans les semis ou la mémoire, le photonique qui peut faire x1000, etc. Concentrez-vous sur des boîtes que vous avez déjà dans votre portfolio parce que elles, si vous vous gourez sur un truc, si vous lisez le dernier running call un peu en retard, etc., mathématiquement, c'est elle qui va vous coûter cher parce que vous êtes investi sur celle-là. Les autres, en fait, bon, c'est pas grave, quoi. Pernod Ricard, sinon, toi, un bon point d'entrée. Le truc, c'est que je suis vraiment pas sur ces boîtes-là. Tu vois, moi, je suis sur pas mal de financières. Je suis sur de la, ouais, je suis sur de la small cap. J'étais beaucoup sur l'énergie 2021, 2022, 2023, 2024, ce qui a fini par me coûter un peu cher en 2024. Mais ouais, des drillers offshore, du charbon, de l'uranium, etc. En fait, je pense que ces boîtes-là sont déjà pricées. Ah tiens, d'ailleurs, un truc. Ouais, j'avais ouvert ça. Ah oui, tiens aussi, pareil, pour l'investissement small cap value, j'avais mis un article sur mon Insta, où voilà, il y a des périodes de stagnation, et que c'était ok, que c'était pas grave. Mais là, en l'occurrence, il y a autre chose. J'avais posté une vidéo, je crois que c'était un ancien PM de Citadel, non, c'est pas lui, qui parlait en gros d'asymétrie et qu'est-ce qui était déjà pricé dans le marché, quoi. Ok, c'était lui. Et tu vois, j'avais mis des sous-titres en français en plus. Et tu vois, lui, il a un truc, c'est que 80% des actions sont déjà pricées, et que l'alpha, il se situe en gros aux deux extrêmes de la distribution, donc 10% dans du surévalué. Donc pense aux méga cap américaines, pense à Nvidia, pense à ce qui se passe dans le secteur des semi-conducteurs et des boîtes qui prennent 600% depuis le début de l'année, quoi. Et 10% dans le chip. D'ailleurs, à titre perso, je suis beaucoup moins d'accord avec ça qu'avec ça. Parce que mathématiquement aussi, il y a un truc qui s'appelle le Neglected Firm Effect, où en fait, moins une boîte est couverte par des analystes, plus elle a de chances d'être mispricée. Et ça, tu vas retrouver ça surtout dans du small cap et du micro cap. Pernod Ricard, tu vois, la vérité, c'est que je pense que c'est pricé. Tu vois, Pernod Ricard, c'est pricé. Euh, LVMH, c'est pricé. Danone, c'est pricé. Il y a quoi comme grosses actions françaises aussi? Air Liquide, c'est pricé. Total, c'est pricé, quoi. Et ça veut pas dire que c'est des mauvaises boîtes. Ça peut être des super boîtes. C'est juste que il n'y a pas vraiment d'asymétrie à aller chercher. Il n'y a pas de point d'entrée à aller trouver parce que c'est pricé, quoi. Si tu veux t'amuser un peu avec le momentum, ouais, tu peux mettre tes 3 moving average à 50, 100, 200 sur la chart et essayer dans les 60-90 jours de choper le point bas, quoi. Mais la vérité, c'est que Pernod Ricard, c'est pricé, quoi. Euh, Tu vois, attends, je vais checker euh, je vais checker mon compte. Je remets ça là. Je vais donner des exemples de boîtes qui, selon moi, sont peut-être pas pricées, quoi. Ah, ça c'est pas mal. Ah oui, et SED Énergie aussi, c'est pas mal. Hop, tiens, ça c'est une petite boîte japonaise qui a 163 millions de dollars de market cap, qui fait en fait des valves et des soupapes et ouais, des checks de safety and relief, machin, pour des industries
on va dire à haut risque, ok? Pense centrale nucléaire, pense les tankers qui transportent du gaz de schiste, etc. Tu vois? Putain, ça c'est pas pricé quoi. Tu vois? Tu le vois au price action, ça c'est pas pricé. Et ça en fait, limite je pourrais aller voir sur Seeking Alpha combien il y a d'analyses dessus, mais je, je pense qu'il y en a pas quoi. Ouais, les mecs ont même pas le nom. Tu vois? Ça c'est un site très populaire. Tu vois, mince. Ouais non, les mecs ont même pas le nom quoi. Tu vois, ça c'est mispricé. Une autre boîte que j'aime bien, que je regarde là actuellement, c'est elle est où? C'est celle-là. Euh, c'est une boîte qui a des jackups. Des jackups, c'est si tu veux des petites plateformes pétrolières qui ont tendance à tourner en eau peu profonde et dans des mers des océans relativement calmes. J'avais gagné pas mal d'argent en 2021, 2022, 2023 sur des gros opérateurs offshore comme ça. C'était pas SED Energy à l'époque, c'était notamment Valaris. Ça, c'est un plus petit nom. Et là, la thèse, c'est que ouais, si le prix de l'énergie repart à la hausse, qu'il y a soudainement une autre demande, enfin une nouvelle demande pour le offshore, et en fait, ce qui est intéressant avec l'offshore, c'est que lors du dernier cycle, si tu veux, toutes les boîtes du secteur ont fait faillite. 2014, fin du cycle, toutes les grosses boîtes ont fait faillite, à part une boîte qui s'appelle Transocéan, le ticker c'est RIG, mais eux en fait ils se sont retrouvés avec énormément de dettes, même aujourd'hui, et ils auraient limite préféré faire faillite quoi. Et là on retourne en 2021, et soudainement, bah, ces entreprises recommencent à faire de l'argent, et à générer du cash, pour la première fois en quasiment une décennie si tu veux. Et en fait, qu'est-ce qu'elles font maintenant avec ces capitaux? Elles font pas de nouveaux, elles financent pas de ce qu'on appelle le renouvellement de leur flotte, elles achètent pas de nouvelles plateformes, de nouveaux drill ships, de nouveaux jack-up, etc. Elles font que des buybacks et des dividendes. Et soudainement, en fait, il y a eu vraiment des performances incroyables. Euh, Bah, par exemple, bon, euh, celle-là, elle est trop jeune pour avoir ces performances-là, mais si on prend Valaris, tu vois, Valaris, ça a été incroyable, quoi. Jusqu'à 2024, et après, là, ça a été moins incroyable. Là, c'est bien remonté. Hormuz et compagnie. Là, ça redescend, mais en fait, Hormuz, bah, ils continuent à se tirer dessus, les mecs, c'est pas fini. Encore une fois, bon, là, c'est un market cap qui est quand même plus important. Ça reste une petite boîte, mais comparé à SED, voilà. Et en fait, il y a une histoire de bottleneck dans cette industrie qui est que tous les équipements qu'ils ont, ces gars-là, toutes les plateformes pétrolières qu'ils ont, ça date du dernier cycle. C'est ce qu'ils ont acheté au milieu du dernier cycle. Quand les day rates, donc les prix annuels en fait à laquelle ils louent leur plateforme à des grands groupes, étaient montés à 500K dollars. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un équipement qui est vieillissant et personne ne renouvelle ça. Mais on a une demande qui est toujours croissante là-dessus. Et là, c'est très compliqué d'appeler un chantier naval coréen et de lui commander un drill ship ou une nouvelle plateforme pétrolière, etc. pour dans 5-6 ans. Parce qu'en plus, ils l'ont toujours un peu mauvaise que bah, ils aient tous annulé leurs commandes à la fin du dernier cycle parce qu'ils ont tous fait faillite. Mais ça leur a laissé aussi avec un gros trou dans la caisse. Et franchement, voilà, ça c'est le genre de boîte qui est mispricée, quoi. Ça, je commence à peine, je poserai pas de questions pertinentes. Je suis à choisir mon support PEA CTO. D'ailleurs, merci pour la chaîne et ton canal. Ok, bah de rien déjà. Ton support, alors, en fait, je pense que tu devrais jamais sacrifier de la performance pour un gain fiscal.
Ok. Je crois qu'en France, le deal, c'est avec un PEA, vous n'avez pas le droit d'y toucher pendant 5 ans, mais à la fin, quand vous sortez vos plus-values, au lieu de payer 30, vous payez 15. C'est ça? Ça peut être bien sur le papier, surtout maintenant que tu peux faire rentrer du MSCI World, du SP 500, etc. Si tu veux juste faire un DCA sur ton, sur ton MSCI World ou ton SP 500, c'est une bonne idée. Si, au hasard, tu veux aller sur toujours du passif, hein, mais en small cap value, etc., tu te fais un CTO. De toute façon, t'as pas le choix. Et encore une fois, prioriser la fiscalité plutôt que la performance, c'est généralement un super moyen de finir par sous-performer, quoi. Encore une fois, après, si tu viens de commencer, c'est un peu un faux dilemme parce que bah, tu peux ouvrir les deux, quoi. Ouvre les deux, tu t'en fous. Ouvre les deux. Après, tu rentres des positions selon, selon celui qui est le plus pratique. Pareil, si tu veux faire du stock picking, bah, tu fais ça sur ton CTO, quoi. Bon, il est 17h20, je vais devoir y aller. C'était cool, merci d'avoir été là, les gars. Euh, je sais pas, on pourrait essayer de refaire ça en fin de semaine prochaine, peut-être. Là, c'était un peu ok, on a parlé de portfolio passif. Euh, Peut-être faire une vidéo sur la gestion de portfolio actif et ce que moi je fais avec le mien, quoi, et les différents segments, les différentes allocations dans lesquelles j'investis. Bon, spoiler, hein, la grande majorité, les trois quarts à peu près de mon portfolio, c'est sur une allocation active, stock picking, voilà, entre 15 et 21, et 21 non, et la diversification est sacrifiée au profit de l'alpha, quoi. Mais il y a deux, trois allocations secondaires qui peuvent aussi être assez intéressantes. Donc voilà, bah, passez une bonne fin de journée. Apparemment, il y a un match de Coupe du Monde aujourd'hui, donc bah, si vous aimez le foot, enjoy. Et j'essaierai de peut-être de reprogrammer un live semaine pro. Il faudrait aussi que je trouve une plateforme où je peux faire venir les gens directement. J'ai pas envie de me faire un putain de serveur Discord, mais où les gens peuvent poser des questions en vocal, quoi. Je pense que ça pourrait être aussi un peu plus pertinent. Mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Encore une fois, merci d'avoir été là et passez une bonne fin d'après-midi.